international Team France Export et je suis responsable aussi du service hotline réglementation. Du coup, on avait déjà fait un webinaire en février sur cette réforme de la TVA. Et on a souhaité en refaire un deuxième sous le même format qu'on avait pu faire concernant le Brexit, c'est-à-dire de partir du principe que on en refait un et on essaye de voir quelles sont les informations que les entreprises n'ont pas encore eues et donc vous demander un certain nombre de questions avant la session. Ça avait très bien marché pour le Brexit au premier semestre, donc on a voulu le réitérer sur la TVA en se disant il y a peut-être des trous dans la raquette, des thématiques qu'on n'a pas abordées et donc le retravailler ce matin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de diaporama. J'ai essayé de me concentrer sur l'ensemble des questions qui ont été rédigées au moment des inscriptions. J'ai essayé de faire des grandes thématiques. On a refait un point avec mon collègue Grégory Closa qui m'a aidé hier après-midi à vraiment tout resynthétiser. Je pense qu'on va aborder l'ensemble des questions. Si on en a oublié une ou deux, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être dans le chat. Je pense que Ingrid et Grégory surveilleront le chat. Moi, je ne le surveillerai pas forcément, mais ils m'arrêteront s'il y a des questions complémentaires. Donc l'idée là, c'est vraiment de réaborder les questions que vous avez émises lors de vos inscriptions. Mais je referai une synthèse écrite, thématique par thématique. Je referai quelque chose d'écrit que je vous enverrai, qu'Ingrid vous enverra à tous, puisqu'on a l'ensemble des emails. Donc voilà, on a souhaité faire ça comme ça. Vous êtes connecté? Alors, par contre, venez là. je vous demanderai juste d'éteindre vos micros. Ok. Donc du coup, est-ce que ça convient? Voilà, est-ce que ça vous convient? Parce que c'est vrai que sur le Brexit, on avait fait comme ça en se disant il y a peut-être des trous dans la raquette. Et du coup, c'est vrai que sur la réforme TVA, c'était un peu le même mode de fonctionnement plutôt que de faire un exposé voilà, un peu scolaire, d'essayer de réaborder des points que vous souhaitez voir abordés. Donc, parmi les questions qui nous ont été envoyées, bon, on retrouve différentes thématiques. Plusieurs souhaitaient qu'on refasse un peu un check général de la réforme. Donc, au fur et à mesure, hein, vous allez vous y retrouver. Refaire un point précis sur le calendrier. Donc, je commencerai par ça. Il y a eu des questions sur l'application du régime de TVA en e-commerce. Donc, je reprendrai les dispositions qui sont rentrées en vigueur cet été, avec la mise en place du guichet unique, comment on trouve les taux de TVA, etc., etc. Donc, on va refaire un check sur le e-commerce et jusqu'à la déclaration d'échange de biens. Évidemment, beaucoup de questions aussi sur les opérations intracommunautaires en B2B, donc je dirais la dernière étape qui doit rentrer en vigueur au 1er juillet 2022. Beaucoup de questions sur le statut d'assujetti certifié. Donc on verra, hein, je vais vous exposer le statut, comment on l'obtient, etc. Mais on n'a pas encore toutes les réponses, je ne vous le cache pas. Donc ça va se mettre en place, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Des questions sur les allègements ou pas des formalités et tout ce qui est lié à la DEB, etc. On verra que je vous ferai des réponses un peu de Normand. C'est un peu oui et un peu non. Enfin, ça dépend comment on se positionne. Oui, il y a des allègements, mais il y a encore des obligations pour les entreprises. Des questions sur tout ce qui concerne les opérations triangulaires. Donc là, je reviendrai aussi sur ce type d'opération.
Et on a eu une question, alors ça, je le ferai en conclusion. Quelqu'un nous a demandé de refaire juste un petit check d'actualité sur le Brexit. Donc, je le ferai rapidement en conclusion. Comme ça, les entreprises qui ne sont pas forcément intéressées par la thématique pourront se déconnecter. Mais voilà, je vous donnerai les dernières informations qu'on peut avoir aussi sur le Brexit, mais du coup en conclusion du webinaire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des thématiques qu'on va aborder sur la TVA. Donc je vais démarrer juste sur le rappel des règles générales, calendrier, pour que vous puissiez voilà, bien avoir en tête les échéances qui ont commencé hein, du coup à s'appliquer. Donc, cette réforme, elle date hein, de 2017. Deux objectifs principaux, lutter contre la fraude de la TVA qui représente au sein de l'Union européenne environ 50 milliards d'euros. L'objectif de la mise en place de l'ensemble de cette réforme hein, sur les trois volets qui vont être appliqués, c'est de réduire de 80% cette fraude et d'amener de la simplification surtout dans les opérations pour les entreprises. Donc, c'est une réforme qui est séquencée en plusieurs étapes. Il y a 3 étapes. Une première étape qui a déjà été mise en place à partir du 1er janvier 2020, ce qu'on appelle les quick fix. Donc, je vais revenir dessus. Ça, c'est les premières mesures de simplification. Deuxième étape, ça a été la réforme qui s'applique à tout ce qui est vente à distance, marketplace. Je vais y revenir parce qu'on a eu des questions dessus, qui est rentrée en vigueur au 1er juillet 2021. Juste pour information, pour les gens qui sont dans cette thématique-là, ça devait entrer en vigueur au 1er janvier. Il y a eu des décalages de par la crise sanitaire du Covid. Donc, cette réforme e-commerce est rentrée en vigueur au 1er juillet 2021. Et la dernière brique, qui est la réforme TVA concernant les opérations B2B, qui va rentrer en vigueur au 1er juillet 2022. Pareil, il y a un glissement, un décalage, donc qui va rentrer en vigueur au 1er juillet. Quelques précisions, hein, c'est lié à l'ensemble des questions qu'on a pu recevoir. Alors, oui, c'est une réforme qui s'applique à l'ensemble des États membres. Quand je vais aborder les mesures de simplification dans les opérations triangulaires ou sur les stocks, notamment quand on met des stocks dans un autre État membre, il y a des mesures de simplification. Oui, ça s'applique à l'ensemble des États membres. C'est vrai que quand on parle de TVA, quand on parle de mesures de simplification, jusqu'à aujourd'hui, certains États membres n'étaient pas dans l'obligation de les mettre en œuvre, ce qui fait que, en fonction des pays avec lesquels vous pouvez travailler, les règles pouvaient être différentes. Sur cette réforme, toute mesure de simplification s'applique sur l'ensemble du territoire communautaire. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça s'applique sur l'ensemble de l'Union européenne et de manière uniforme. C'est-à-dire que voilà, on ne se pose plus la question, ça fonctionne comme ça en France, mais du coup, ça fonctionne comme ça aussi dans les autres pays, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça s'applique aux produits, marchandises, ça s'applique à tous les produits. Et une question aussi, ça ne remet pas en cause les règles sur le grand export. C'est-à-dire tout ce que je vais vous parler aujourd'hui sur est-ce que je facture hors taxe, pas hors taxe, etc., ça concerne les opérations intracommunautaires. Ça ne concerne pas le grand export. Donc, pour être très clair, on continuera de facturer hors taxe du grand export. Voilà. Là, cette réforme concerne vraiment les opérations intracommunautaires. Donc, quand je dis on ne remet pas en cause la vente hors taxe sur le grand export, avec tout ce qui va avec, hein, les bonnes mentions sur facture, etc. Mais donc voilà, ça c'est une des questions qui nous avait été posée. Ça concerne vraiment que l'Union européenne.
Donc voilà sur le rappel des grandes lignes. Du coup, je vais essayer de prendre les choses un peu dans l'ordre. Je vais démarrer par les quick fix concernant les mesures qui ont été, je dirais, mises en œuvre depuis le 1er janvier 2020, ce qu'on appelle les quick fix. Donc, ce sont des mesures qui sont venues à la fois renforcer les conditions d'exonération des opérations intracommunautaires. Je vais y revenir hein, sur le numéro de TVA, sur les preuves de sortie de territoire de la marchandise, qui est venu introduire des mesures de simplification sur tout ce qui est les ventes en dépôt et puis tout ce qui concerne les ventes en chaîne, donc tout ce qui est opération triangulaire. Donc, c'est les 3 mesures phares des quick fix, un renforcement des conditions d'exonération de vos opérations intracommunautaires, la vente en dépôt et les ventes en chaîne. Donc, concernant les mesures d'exonération, aujourd'hui, une opération intracommunautaire, elle est exonérée sous 4 conditions. Il faut une opération à titre onéreux. Le vendeur doit avoir un numéro doit être assujetti à la TVA, donc il a un numéro de TVA intracommunautaire. L'acheteur également, il est assujetti dans un autre État membre que le vendeur et il doit avoir son numéro de TVA. Et la marchandise, elle doit circuler, elle doit sortir de l'État membre du vendeur. Ça, c'est les 4 conditions qui nous permettaient de justifier d'une exonération de TVA. Aujourd'hui, enfin depuis le 1er janvier, il y a des mesures qui sont venues renforcer ces conditions d'exonération. C'est que le numéro de TVA intracommunautaire valide devient une condition de fond de l'exonération, ainsi que la conformité des déclarations TVA avec vos déclarations d'échange de biens. Ces 2 conditions, c'est vraiment devenu une condition de fond et pour éviter qu'on remette en cause l'exonération d'une opération, il faut que vous ayez checké checker les numéros de TVA de vos acheteurs et que vos déclarations de TVA soient complètement en adéquation avec vos déclarations d'échange de biens. Il ne faut pas avoir d'oubli, pas d'erreur, etc., etc. C'est vraiment devenu une condition de fond. Sinon, en cas de contrôle, l'administration fiscale peut remettre en cause l'exonération d'une opération intracommunautaire. Évidemment, au-delà de ça, il faut que vos factures contiennent les bonnes mentions aussi. Donc, parce qu'on a eu aussi une question là-dessus. Donc, je le rappelle, il y a une directive qui est venue mettre un certain nombre de mentions obligatoires sur les factures. Donc, ça, c'est assez classique. Et la mention à pas oublier, c'est la mention d'exonération de l'opération intracommunautaire. Les oubliez pas parce que ça peut remettre en cause aussi l'exonération. Tu as une question, Géraldine, de Oui. Philippe, pardon. Pardon, oui, j'ai pas mis le. Vas-y. La société Filt a levé la main et je pense que. Allez-y. Alors, une par contre, question. je n'arrive pas à mettre le chat. OK. Bah, ou à l'oral, allez-y. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Moi, ça me gêne pas du tout. Par contre, j'entends pas. Donc, on est d'accord. Vous m'entendez là? Maintenant, oui. Très peu. Vous m'entendez mieux là? Oui. Ça concerne que les B2B, ça. Oui. Sur les quick fix, oui. Sur tout ce qui est mention d'exonération, oui. On est là sur les premières mesures mises en place pour lutter contre la fraude de la TVA. Donc, obligation de suivre les numéros de TVA intracommunautaires de vos clients. Il faut vraiment que vous apportiez la preuve que vous avez fait le check. À un moment donné, hein, dans les mesures interprétatives de la loi, il demandait même un check à chaque facture. Après, ouais,
Je vois qu'il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel. Maintenant, juste mettre en place voilà, une procédure qui montre que vous avez vérifié le numéro intracommunautaire de votre client. Ça, c'est évident. Je reviens pas sur les outils, mais voilà, il y a une base de données au niveau européen, VIES, qui vous permet de vérifier vos numéros de TVA intracommunautaires. Donc ça, c'est vraiment important, et vraiment l'adéquation entre la déclaration TVA et la DEB. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les preuves de sortie du territoire de la marchandise. Ça, c'est essentiel aussi. Donc juste, je fais juste une petite parenthèse. Attention aux gens qui travaillent en ex-works. Récupérer par tous les moyens possibles et inimaginables les preuves que la marchandise est bien sortie de l'état membre du vendeur pour aller dans l'état membre de l'acheteur. Je ferme la parenthèse, mais ça, c'est quand même essentiel. Donc, les preuves de livraison, ils sont venus apporter un certain nombre de précisions. Jusqu'à janvier 2020, on était plutôt sur tout mode de preuve, etc., etc. À partir du moment où on apportait la preuve, on justifiait de l'exonération. Aujourd'hui, pour justifier que les biens ont bien quitté l'état membre de départ, le mode de preuve va différer en fonction qu'on est responsable ou non du transport. Donc, aujourd'hui, si je suis le vendeur et que je suis responsable du transport, je dois être en possession de 2 documents différents qui est lié au transport. Par exemple, une CMR, enfin, voilà. Si je reprends les exemples je vais reprendre quelques exemples que je m'étais notés. Tout ce qui est CMR, bon de livraison, un contrat signé de transport, etc. Il faut que vous ayez 2 documents différents liés au transport et ce qu'on appelle une preuve normée. La preuve normée, c'est une police d'assurance, des documents de banque qui prouvent que l'opération a été payée, des bons de livraison qui attestent que la marchandise est arrivée, etc., etc. Donc, vous êtes vendeur, c'est vous qui avez en charge le transport. Vous devez avoir 2 documents liés au transport et une preuve, ce qu'on appelle normée. Si vous êtes l'acheteur, et que c'est vous qui avez en charge le transport, le fournisseur doit obtenir l'attestation de l'acheteur qui précise que le bien est bien parti de l'état membre du vendeur et est arrivé dans l'état membre de l'acheteur. En gros aussi que c'est l'acheteur qui est responsable du transport, donc une attestation. Et on revient aussi sur les 2 modes de preuve liés au transport et une preuve normée. Donc ça, aujourd'hui, c'est des modes de preuve qui sont demandés pour justifier de la livraison de la marchandise et que le bien est bien sorti du territoire français. Madame Petit, la société PKB a une question, Géraldine. Oui, oui. Oui, en ex-works, un BL signé de l'acheteur, c'est valide? Alors, oui, alors si c'est l'acheteur qui est responsable du transport, il faudra lui faire, il faudra qu'il vous fournisse une attestation comme quoi il est responsable du transport, que la marchandise est bien sortie du territoire, etc. Et oui, et avoir un BL signé, avoir un bon de livraison, comme quoi il a bien réceptionné la marchandise, etc. Je ne sais pas moi, une assurance de transport, etc. Mais oui, ça peut, s'il vous les fournit, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais si, voilà, vous pouvez continuer en ex-works, mais il faut qu'ils vous fournissent les documents correspondants. Ok. Voilà. Il y a d'autres questions, hein, Géraldine, des personnes qui lèvent la main, mais aussi des questions dans le chat. Alors, on va peut-être commencer par les personnes qui lèvent la main. Préciser le numéro de la directive. Ok. J'ai noté pour les mentions sur facture. Dans mon petit résumé, je vous remettrai le numéro de la directive. Je vous avoue que je ne l'ai plus en tête. Mais oui, il y a une directive spécifique là-dessus. Et la conformité de la DEB doit-elle se faire au cumul? Actuellement, la DEB est mensuelle.
Donc, il faut la faire mensuellement. Puisque c'est lié à l'exigibilité de la TVA. Voilà. Non, mais je veux dire, on l'a fait mensuellement, mais il faut que on a des décalages sur la facturation et la livraison. On vous entend très mal, si c'est Madame. Oui, mais j'ai compris la question. En fait, la DEB est faite au moment où la TVA est devenue exigible, en fait. Donc, c'est ça l'obligation, en fait, à partir du moment où la TVA est devenue exigible, vous devez faire la DEB. Ah, c'est pas la livraison physique. C'est lié à l'exigibilité de la TVA. Donc après, vous avez peut-être des différences entre en sachant que, alors on va y revenir parce qu'il y a une petite modification sur les acomptes. Je vais y revenir après, mais en fait, c'est vraiment lié au moment où la TVA est exigible en fait sur l'opération. Ok. D'autres personnes ont levé la main, Géraldine. Alors, Monsieur Éric Vallée, s'il veut bien. Oui. En fait. Vas-y, Catherine. On a envoyé un chat. En fait, nous, on travaille, on a beaucoup de clients qui viennent enlever la marchandise, mais on a qu'au terme FCA, pas Ex-Work. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir le retour du BL signé par le client? Est-ce que c'est suffisant ou si on leur demande de nous signer une attestation comme quoi ils ont bien reçu la marchandise, est-ce que cela suffit? Il faut, quand c'est l'acheteur qui est responsable du transport, il faut son attestation plus les preuves de transport et la preuve normée. Et donc, oui, un bon de livraison, comme quoi, oui, ça peut, mais il faut tous les documents. Donc, CMR, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Même si on n'a pas fait le transport. Ah oui, même si vous n'avez pas fait le transport, il faut qu'il vous envoie un document. D'accord. Ok. Ouais. L'attestation ne suffit pas. Oui. L'attestation de sa part, comme quoi il prend en charge le transport et que c'est bien arrivé chez lui, qui serait signé à son en-tête, etc., ça ne suffit pas. Il faut une preuve d'un document de transport, de quelque chose, que la marchandise allait bien quitter le territoire. Et dans le cas des marchandises avec numéro de suivi, admettons, j'ai un client italien à qui on vend Ex-Works et on utilise son numéro TNT pour l'enlèvement de la marchandise. Donc, il faudrait que j'aille dans son numéro de TNT la preuve de livraison et l'insérer dans mon dossier, en fait. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Très bien, merci. Une autre question de Mélaïd Ouarab. C'est moi qui viens de m'exprimer. Intervenir, super. Très bien. Donc, je baisse la main. Merci. Est-ce que Madame Petit a une autre question? La main est toujours restée levée? Non, j'avais oublié de baisser la main, pardon. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, du coup, je continue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez important parce qu'en cas de contrôle, voilà, il y a certaines opérations qui pourraient être remises en cause. Tout ce qui est mention sur facture, par exemple, on a l'exemple d'une entreprise voilà, qui s'est fait redresser pour des oublis de mention sur facture. Bon, il y a quelques années, je dirais, j'avais jamais constaté ce genre de sanctions. Mais bon, voilà, aujourd'hui, les amendes peuvent tomber. Donc, voilà, si vous arrivez à bien gérer les aspects documentaires, c'est toujours mieux pour pas que l'exonération soit remise en cause. Donc, ça, c'est les premières mesures des quick fix. Deuxième mesure, c'est tout ce qui concerne les régimes de vente en dépôt. Donc, grosse simplification. Donc, je le répète, ces mesures de simplification s'appliquent à tous les États membres. Ce n'est plus au choix comme ça pouvait l'être à un certain
une certaine époque où ah bah je fais de l'auto-liquidation pour ça, moi je le fais pas, enfin etc. Non, ça s'applique pour tout le monde. Donc c'est une mesure qui va permettre à un opérateur qui expédie de la marchandise dans un autre État membre pour après voilà, le livrer au fur et à mesure des ventes, de ne pas s'identifier dans le pays de destination. Donc aujourd'hui, le stock peut rester pendant 12 mois comme ça dans l'État membre et on ne se pose plus les questions au moment où le stock rentre, est-ce que je fais de la TVA, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je suis dans des opérations domestiques, est-ce que j'en fais plus. On a simplifié. L'opérateur qui met un stock dans un autre État membre n'a pas besoin de s'identifier et toutes les ventes successives sur les 12 mois seront traitées comme des livraisons intracommunautaires exonérées et l'acheteur autoliquidera la TVA sous système d'autoliquidation sous une acquisition intracommunautaire. Donc là, on est vraiment dans la simplification de la gestion des stocks. À partir du moment où un stock est mis dans un État membre, sur les 12 mois qui suivent, c'est traité comme une livraison à chaque fois qu'il y a des ventes, je dirais, comme une livraison intracommunautaire exonérée et l'acheteur autoliquidera son acquisition intracommunautaire. Donc ça, on a simplifié les stocks. Les ventes en chaîne maintenant. Une nouvelle question, pardon Géraldine, avant que tu ne démarres autre chose. Vas-y. Mélaïd Ouarab, à nouveau. Oui, alors juste une petite question. Donc, vous disiez c'est dans les 12 mois qui suivent. Donc, mais admettons que l'opérateur n'a pas liquidé son stock au bout de 12 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il faut. Alors, bonne question. Si c'est pas, je pense qu'on revient au principe. Je pense qu'on revient au principe général. Donc il faut gérer la TVA sur le stock restant, à mon sens. Donc possibilité de s'y matriculer sur place pour gérer l'aspect TVA. Parce que là, l'idée de la simplification, c'est que le fournisseur n'est pas à s'immatriculer dans l'État membre au moment où le stock il arrive en fait. Et après, gérer des opérations domestiques. Par contre, effectivement, il y a ce délai de 12 mois. Je n'ai pas vérifié s'il y a une possibilité d'extension. 12 mois renouvelables. Je peux vérifier ça. Et c'est 12 mois à partir année civile ou à partir du moment de mise à disposition du stock? D'accord, très bien. Mise à disposition du stock. Merci. Je vais juste vérifier s'il y a une possibilité d'extension. Je me le note pour quand je vous ferai un petit résumé de tout ça. Ok, donc voilà. Alors, les ventes en chaîne. Les ventes en chaîne, on est bien d'accord, on est sur un type d'opération où on a 3 opérateurs, minimum 2 États membres, mais par contre, un seul transport. Ça va partir du fournisseur A jusqu'au C. Donc, on a souvent 2 flux, alors 2 ou 3, mais 2 flux, si on part sur 3 États membres, 2 flux de facturation, mais un seul flux physique de marchandises. Donc, on est bien là-dessus. Donc, la grosse difficulté qui pouvait intervenir, c'est à quel moment je suis dans de la livraison intracommunautaire qui va être exonérée et à quel moment je vais être obligée soit de m'immatriculer, voilà, parce que je vais gérer des ventes locales, des opérations locales. Donc, les quick fix sont venus poser la règle suivante pour simplifier les choses. Déjà, il n'y a qu'une seule livraison qui sera exonérée. Tout le reste des opérations sera en vente locale. Si l'acheteur, enfin, c'est pas l'acheteur, si le premier fournisseur, en fait, si A se charge du transport, c'est la toute première vente qui est exonérée. Tout le reste, tout ce qui se passe derrière sera des ventes locales et donc on gérera la TVA localement. Si c'est l'acheteur-revendeur, c'est-à-dire B ou C
ou le client final qui se charge du transport, c'est la dernière vente, la deuxième vente qui sera exonérée. Donc, c'est ce qui est venu poser cette mesure, c'est que dans les ventes en chaîne, une seule livraison ne peut être exonérée et en fonction de qui a en charge le transport, soit on est sur la première vente qui est exonérée, en gros, soit la dernière. Ça, c'est super important. Une des questions qui nous a été posée, est-ce que ces mesures de simplification perdureront après la mise en place de la réforme de 2022? Oui, ça perdurera dans la mesure où certains opérateurs pourront avoir le statut d'assujetti certifié et faire de l'autoliquidation. Donc, les mesures de simplification devraient perdurer au-delà de 2022. Voilà, sur ces opérations-là. Est-ce que vous avez quelques questions? Donc ça, on est dans la mesure de simplification. Juste pour terminer, sur cette partie-là, on a eu une question qui était, qui était un petit peu... je pense que c'est lié aux opérations triangulaires, mais après, il y a des nouveautés dans ce qu'on appelle l'exigibilité de la TVA. Du coup, je l'ai mis là. Sachez que le projet de loi de finances de 2022 est venu introduire de nouvelles règles concernant l'exigibilité de la TVA lorsque vous accordez des acomptes à vos clients. Jusqu'à aujourd'hui, l'exigibilité de la TVA, c'était au dernier paiement, au moment du paiement, au dernier paiement en fait, au moment du paiement total de l'opération. À partir, alors c'est une comment on appelle ça? C'est une mesure qui apparaît dans le projet de loi de finances 2022, qui sera mise en place 1er janvier 2023. Mais sachez que quand vous accorderez des acomptes, alors je pense que ça peut être aussi lié des fois à des opérations triangulaires ou au fait que on livre à plusieurs moments dans l'année. L'exigibilité de la TVA sera exigible dès le premier acompte. En fait, on va gérer la TVA pas à la fin de l'opération, pas au paiement total du prix, mais à chaque paiement intermédiaire. Donc, ça, c'est nouveau. Ça voudra dire qu'il faudra gérer la TVA à chaque acompte. Et ça, ce sera au 1er janvier 2023. Donc ça, c'est une mesure qui vient d'être introduite dans le projet de loi de finances 2022 qui a été publié il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours. Petite question, Géraldine, de M. Vallée. Nous avons une filiale en Espagne, c'est dans le chat, hein, si tu veux le lire. Ah, oui. Donc, une filiale en Espagne que nous livrons de France, c'est un transfert de marchandises facturé à 0. Quelles sont les incidences? Un transfert facturé à 0. Alors, tout ce qu'on parle, TVA, etc., opérations intracommunautaires, c'est sur des opérations à titre onéreux. D'accord. Donc, je creuserai. Après, c'est quoi? C'est un dépôt de stock ou c'est un juste dépôt de stock. Non, c'est un dépôt de stock. Et après, ils viennent piocher dans le stock. Et après, on revend en local. On revend en local à partir on est de dans ce le stock. cas de la simplification du vente en dépôt. C'est-à-dire que le stock, il est mis dans un autre État membre.
Oui. À l'arrivée du stock, on ne gère pas de TVA et après, on le gère en livraison exonérée, acquisition, auto-liquidation si les clients en face voilà, sont des professionnels. OK. Voilà. OK. Livraison, vous dites livraison En autoliquidation. Auto-liquidation. D'accord. C'est la livraison qui est exonérée et l'acquisition est en auto-liquidation de TVA. D'accord. OK. Merci. Donc là, on est dans la mesure de simplification des ventes en dépôt. On va déposer un stock et après, c'est géré comme une opération intracommunautaire classique, je dirais. Bon, c'est bien. OK, sur les quick fix. Donc voilà, donc ça, déjà en place depuis janvier 2020. Donc le gros quand même, c'est les justificatifs de passage de frontières. Soyez vigilants parce que je pense qu'en cas de contrôle de TVA, c'est des choses… alors, s'applique à l'ensemble des États membres à vérifier. Ça, en fait, je l'ai lu dans le projet de loi de finances 2022. Il faut que je vérifie si c'est issu d'une directive ou si c'est une disposition française. Je vérifierai. Mais la TVA, c'est quand même harmonisé. Donc, je vérifierai. Mais en tout cas, ça s'appliquera aux Français, quoi qu'il arrive. Je vérifierai si c'est étendu aux autres États membres, si ça vient de la directive. Mais je crois que oui, parce que le titre du chapitre, c'est mise en adéquation avec la réglementation européenne et ça fait partie de ce chapitre-là. Autre petite question de Madame Garrigue. En cas de contrôle, avons-nous un délai pour donner les preuves? Alors, par expérience, il laisse aux entreprises la possibilité de fournir, alors pas 6 mois après, je pense, mais j'ai déjà eu une entreprise qui a eu ce genre de souci et ils lui ont laissé quelques jours pour fournir les preuves que la machine était bien partie au Royaume-Uni à l'époque. Après, c'est toujours mieux de les avoir au bon moment, quoi. Ça vous évite après d'être dans le stress de récupérer les preuves de sortie. OK, ouais, je vois que ça tourne. On va passer du coup au régime des ventes à distance. On a eu pas mal de questions là-dessus. Donc, cette réforme-là, ces mesures-là ont été prises depuis le 1er juillet 2021. Donc voilà, depuis quelques mois. Donc je rappelle, tout ce qui est régime de vente à distance, c'est une vente conclue à distance à un client final. Donc l'opération doit être à titre onéreux. Le bien est transporté par le fournisseur dans un autre État membre que le fournisseur et le client n'est pas assujetti à la TVA. Donc on se remet dans le contexte de la définition de la vente à distance. Les mesures clés qui ont été mises en application depuis le 1er juillet, c'est premièrement modification des seuils des ventes à distance. Donc ça, c'est hyper important. Extension de ce qu'on appelle le guichet unique. Donc le guichet unique, c'est la possibilité de faire des déclarations de TVA européenne, ce qui était le cas sur les opérations électroniques à distance. Aujourd'hui, on l'applique aux ventes à distance de marchandises. Donc, extension du guichet unique, je vais y revenir, ce qu'on appelle l'OSS. Et puis, troisième mesure phare, augmentation de la responsabilité des marketplaces dans la collecte et le reversement de la TVA. Donc, c'est vraiment les 3 mesures phares. Les seuils, ouverture du guichet unique sur des opérations de marchandises et les marketplaces qui ont une responsabilité, on verra à quel niveau, dans la collecte et le reversement de la TVA. Alors, concernant les seuils,
Seuil de vente à distance. Jusqu'à il y a quelques mois, hein, jusqu'au 1er juillet, on avait des seuils qui étaient différents d'un pays à l'autre. On avait des seuils de vente à distance qui fluctuaient d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, un seul et même seuil sur l'ensemble de l'Union européenne, qui est à 10 000 € hors taxe. Première différence. Deuxième différence, au-delà d'un seuil unique, attention, ce seuil n'est pas par pays. Quand on parle du seuil des ventes à distance, c'est 10 000 € de vente à distance sur l'ensemble des États membres. Avant, on parlait de vente à distance. Alors déjà, le seuil, il était différent d'un pays à l'autre. Et puis avant, je regardais si je dépassais mon seuil des ventes à distance en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, etc. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un seul et même seuil. Et attention, c'est un seuil qui est commun sur l'ensemble de vos ventes à distance dans les États membres. Donc, il est cumulatif sur l'ensemble et un seul et même seuil. Donc, je vous rappelle le régime des ventes à distance. La taxation de la TVA se fait dans le pays de destination, c'est-à-dire dans le pays de votre acheteur, lorsque vous avez dépassé le seuil des ventes à distance. Ce qui vous oblige, théoriquement, à vous immatriculer dans le pays de destination de la marchandise pour reverser la TVA. Donc, si on prend un exemple, je suis vendeur, je fais de la vente à distance de marchandises, je suis en dessous du seuil des 10 000 € hors taxe de vente de marchandises. Tous mes clients, je les facture, toutes taxes comprises, TVA française. Je dépasse le seuil des ventes à distance parce que j'ai des clients espagnols, parce que j'ai un client en Espagne ou j'en ai plusieurs, peu importe. Mais dès que je dépasse le seuil des ventes à distance, je facture toujours TVA, toutes taxes comprises, sauf que je facture la TVA de mon client. Donc, si c'est un Espagnol, c'est de la TVA espagnole. Si c'est italien, de la TVA italienne. Si c'est un Lituanien, Lituanie. Si c'est un Irlandais, Irlande. Voilà. Donc, dès qu'on dépasse le seuil des ventes à distance, on est obligé de facturer la TVA de son client. Du coup, ce qui voudrait dire que chaque vendeur serait dans l'obligation d'aller s'immatriculer dans tous les États membres s'il a des clients dans tous les États membres. Donc, pour éviter cette multitude d'immatriculations dans les États membres, on a ce qu'on appelle la mise en place du guichet unique, l'OSS. Donc, pour éviter les contraintes administratives et déclaratives, le guichet unique a été mis en place. Ce guichet unique permet aux entreprises qui réalisent du chiffre d'affaires au-delà des 10 000 € en vente à distance de pouvoir déclarer l'ensemble des TVA qu'ils auront récoltés auprès de l'administration fiscale française. C'est ça le guichet unique en fait. C'est que vous allez récupérer de la TVA espagnole ou portugaise ou grecque, ce que vous voulez. Et cette TVA-là, vous allez sur votre espace impôts.gouv.fr, vous allez la déclarer, vous déclarez vos opérations de vente à distance et vous déclarez toutes les TVA que vous aurez récoltées. Charge ensuite à l'État français de redispatcher les montants. Donc, vous, ce que vous aurez à faire, c'est de déclarer le montant global de la TVA que vous avez récolté. Puis, on va vous demander quand même, si vous en avez, je ne sais pas moi, récolté 50 000 €, eh ben, il faudra redispatcher 15 000 € en Espagne, 25 000 au Portugal. Voilà. Il faudra quand même que vous refassiez le dispatch. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est le type d'opération. État membre concerné, évidemment. Le taux que vous avez appliqué, donc attention, il faut maîtriser les taux de TVA. Et le montant global perçu. Alors, le montant global de TVA étrangère que vous avez perçu et le montant État membre par État membre. Le guichet unique, ce n'est pas une obligation. Sachez-le, des gens qui sont déjà immatriculés dans des États membres peuvent continuer à faire leur déclaration de TVA comme ils le font auparavant et ne pas utiliser le guichet unique. C'est possible.
C'est laissé au choix des opérateurs. Les opérateurs peuvent, s'ils sont immatriculés dans les États membres, se désimmatriculer pour utiliser le guichet unique. C'est possible aussi. Des gens qui voudraient anticiper, c'est-à-dire qui sont en dessous des 10 000 €, mais qui se disent, de toute façon, 10 000 €, c'est sûr que je vais les dépasser d'ici quelques semaines. Ils peuvent déjà anticiper et puis faire leur déclaration de TVA, même s'ils sont en dessous du seuil des 10 000 €. Je dirais que tout est possible. Soit vous restez immatriculé, soit vous utilisez le guichet unique, soit vous l'utilisez par anticipation. Mais le choix est complètement laissé aux opérateurs. Attention sur le guichet unique, parce qu'il ne répond pas à tous les flux d'opérations. Je donne juste un exemple. Vous faites de la vente à distance, vous utilisez le guichet unique pour reverser de la TVA espagnole. Mais en même temps, vous avez des opérations domestiques en Espagne. Parce que c'est comme ça, c'est dans vos opérations. Ces opérations domestiques, vous ne pouvez pas utiliser le guichet unique pour les déclarer. Il faut que vous restiez immatriculé en Espagne et vous utilisez le système espagnol pour déclarer cette TVA. Donc, attention au guichet unique quand même, c'est que ça gère la TVA européenne, mais qu'aujourd'hui, sur la vente à distance, si vous avez des opérations domestiques sur place, ça ne le gérera pas. Ça ne vous dédouane pas non plus de continuer à déclarer la DEB, l'intrasat, etc. Il faut continuer à faire vos DEB, il faut continuer à faire vos déclarations intrasat. Juste sur la vente à distance et la DEB, une précision. Quand vous faites de la vente à distance au départ de la France, si la TVA est due en France, pas de DEB, on est d'accord. Si la TVA est due dans les pays de consommation et que vous utilisez le guichet unique, la DEB à l'expédition, pas de DEB à l'expédition en France non plus. Donc, quand on parle d'allègement, c'est là où je disais, je vais faire une réponse un peu normande, des fois oui, des fois non. C'est-à-dire qu'en fonction que si vous utilisez le guichet unique ou vous ne l'utilisez pas, vous aurez des obligations de DEB ou vous n'en aurez pas, en fait. Voilà. Donc, gardez bien ça en tête sur la vente à distance au départ de la France. Pas de DEB en dessous du seuil des 10 000 €. Au-dessus du seuil, si vous utilisez le guichet unique, vous ne faites pas de DEB à l'expédition non plus. Voilà. Petite question, Géraldine, de Madame Kérus. Peut-on cumuler l'immatriculation et le guichet unique? Oui. Oui, puisque certains flux ne peuvent pas être déclarés dans le guichet unique. Donc oui, on peut. Après, c'est une question de gestion interne. Hein. Voilà. Je ne sais pas, mais tout est possible. Donc, voilà sur la vente à distance. Je crois que j'ai tout dit. Grégory, tu interviens si j'oublie quelque chose à préciser. Alors, il y a une petite précision demandée par Madame Kérus. Dans ce cas, faut-il rester immatriculé? Alors, attends, je n'ai pas terminé. Sans guichet unique pour ce pays. Peut-on immatriculer? Dans ce cas, faut-il rester immatriculé? Ça, j'ai un peu de mal à répondre à ce genre de questions parce que c'est plus vous, ce qui est le plus. Qu'est-ce qui va être. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait? C'est-à-dire que soit vous estimez que le guichet unique va vous simplifier la vie en cas de vente à distance et dans ces cas-là, vous vous désimmatriculez de certains États membres, soit vous estimez que vous avez trop d'opérations domestiques, par exemple, qui de toute façon vous obligent à rester immatriculé dans cet État membre-là. Donc, est-ce que le plus simple pour vous, c'est même la vente à distance, de la déclarer directement? Je prends toujours mon exemple d'Espagne. Après, il faudrait qu'on en rediscute peut-être, que je comprenne un peu mieux l'ensemble de vos opérations. Le guichet unique, son objectif, c'est quand même de simplifier les déclarations. Maintenant, dans certains cas, quand vous en avez d'autres, au-delà de la vente à distance, est-ce que ça va vous simplifier la vie? Je ne suis pas forcément certaine.
Faut arriver à voir l'ensemble de vos opérations. Ça, on peut en rediscuter si vous le souhaitez. Alors, la société Filt a levé la main. Oui. Allez-y. Je n'entends pas, en fait. Non, mais je crois que le... Attends, je vais... Bah, sinon, on écrit dans le chat. OK. Je continue vite sur les marketplaces parce qu'on a eu une question sur les marketplaces qui était notamment de savoir s'ils étaient responsables de la collecte et de la reversion de la TVA. Donc, je vais faire un point précis là-dessus parce que oui, à partir du 1er juillet 2021, les marketplaces, en fait, sont considérés comme ayant acheté et vendu elles-mêmes les produits. Et donc, au regard de la TVA, ça a forcément une implication. 2 opérations en fait existent au regard de la TVA. C'est une vente qui est exonérée de TVA entre le vendeur et la marketplace et une vente qui est taxable à la TVA entre le client, un particulier, et la marketplace. Mais attention, quand on parle de responsabilité des marketplaces dans la collecte et le reversion de la TVA, en fait, les marketplaces sont responsables de la collecte, de la déclaration et de la reversion de la TVA à la place des vendeurs, mais dans des cas très particuliers pour les entreprises non européennes, sur toutes les ventes B2C localisées en Union européenne, y compris les ventes locales, c'est effectivement de la responsabilité de la marketplace, mais le vendeur n'est pas localisé en Union européenne. Il est localisé dans un pays tiers. Donc là, oui, la marketplace doit prendre cette responsabilité. Et elle est responsable aussi de la collecte, déclaration, reversement de la TVA lorsqu'une entreprise européenne fait de la vente à distance de biens importés de pays tiers pour une valeur ne dépassant pas 150 €. Uniquement dans ces 2 cas-là, c'est la marketplace qui collecte, qui déclare et qui reverse la TVA. Sinon, si vous êtes vendeur localisé en Union européenne et que vous travaillez avec les marketplaces, la responsabilité de la collecte, de la déclaration et de la reversion reste sur les épaules du vendeur européen. Par contre, la marketplace a quand même une obligation d'information et de vérification de votre assujettissement à la TVA. Donc, ils vont vous demander vos numéros de TVA intra, si vous avez bien, vous gérez bien votre TVA, etc. Sur les Européens, ils ont une responsabilité d'information et de vérification de votre assujettissement. Par contre, sur les non-européens ou sur les entreprises européennes qui importent des biens pour moins de 150 €, là, c'est eux-mêmes, la marketplace, qui collectent, déclarent et reversent. Donc, je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question est en ligne, mais sa question, c'était de savoir s'ils étaient responsables, je pense de manière globale. C'est un tout petit peu plus subtil. Ils restent responsables, surtout au regard des entreprises non européennes. Voilà. Donc voilà globalement sur le e-commerce et tout ce qui est vente à distance, sur la réforme qui a été mise en place là au 1er juillet. Globalement, on est sur ces mesures-là. Et juste pour finir sur les marketplaces, c'est vrai que juste avant juillet, là au printemps, on avait pas mal d'articles qui nous disaient que ça allait être reporté, etc. Et non, non, non. Depuis le 1er juillet, les marketplaces sont responsables de la collecte de la TVA des entreprises étrangères. Donc, ils n'auront pas laissé de délai supplémentaire pour se mettre en place, alors qu'au printemps, on pouvait voir fleurir des articles qui laissaient à penser, mais non, on a vérifié hier, c'est bien en place. Je vais finir du coup sur tout ce qui est maintenant opération B2B. Alors, la société Filt a à nouveau levé la main, alors que je l'avais engagée à écrire dans le chat.
mais je n'ai pas de message dans le chat. Alors, est-ce que la société Phil peut intervenir oralement? Votre micro est coupé. Vous m'entendez? Voilà, oui, c'est bon. Oula, alléluia. J'arrive pas à voir le chat, c'est sur une tablette, donc je sais pas trop comment ça marche. Mais D'accord, bon. allez-y, on vous écoute. En fait, nous, on a installé tardivement cette réforme de la TVA de vente à distance. En fait, elle va être qu'en octobre. Installée vraiment sur notre site de vente à distance. Donc, j'ai dû remouliner tous nos chiffres pour appliquer les bons taux de TVA et les reverser via le guichet unique. Alors, je savais que d'ici la fin de l'année, on allait faire un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € au sein de l'Union européenne, mais je ne les avais pas encore atteints. Mais vu que tout le monde nous disait qu'il faut absolument s'inscrire au guichet unique, je l'ai fait. Sauf que inscription vaut déclaration. Donc, l'inspecteur, vous avez le droit d'anticiper, mais après il faut l'utiliser, quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, comme c'est au trimestre, oui, je l'ai pas dit ça. septembre. Oui, c'est au trimestre. Ouais. Et donc, du coup, là, je l'ai fait en octobre. Oui. Sauf que ma déclaration de TVA de juillet, je l'avais déjà faite où j'avais déclaré mes ventes à distance que j'avais fait avec l'Union européenne avec une TVA française. Donc, ce que j'ai fait, et vous allez me dire si c'est bon, parce que je suis un petit peu seule au monde là-dedans. Du coup, sur la TVA de septembre, je déduis les opérations que j'ai faites à l'Europe avec une TVA à 20%, je les déduis de ma TVA collectée et je les ai déclarées en guichet unique. Je pense que vous avez la possibilité de la modifier, de toute façon, de faire des modifications. Donc oui, après, il faut rebasculer sur celle du guichet unique. Ouais, mais alors, l'État français ne va pas se sentir lésé du fait que je lui ai retiré la TVA à 20% et que je l'ai reversée aux États membres. Non, c'est la règle. C'est la règle. Ouais, donc, même si je n'ai pas atteint mes 10 000. Non, parce que vous avez la possibilité d'anticiper. D'accord, ok. La possibilité. Donc oui, vous le faites bien de le dire parce que je l'avais noté en rouge en plus. Non, mais alors franchement, et je ne l'ai pas dit, une seule déclaration et elle est au trimestre. Ouais. Par contre, il y a juste une petite chose aussi que je n'ai pas redit. Attention, quand vous allez utiliser le guichet unique, dans toute la littérature qu'on peut lire qui vient du service des impôts, s'il y a des erreurs un peu trop répétées, etc., sur le guichet unique, il se laisse la possibilité en fait de désengager l'outil pour les opérateurs, donc en gros de mettre les opérateurs en quarantaine. Et si c'était le cas, alors je pense que ce n'est pas à partir de la première erreur, je pense que si c'est récurrent, si c'était le cas, ça oblige quand même les opérateurs, quand ils continuent leurs opérations, à s'immatriculer dans les États membres lorsque le guichet unique leur a été coupé et ils n'ont plus accès au guichet unique. Donc ça, attention à un moment donné de juste pas trop faire d'erreurs ou que ce soit pas trop récurrent parce qu'à un moment donné, ils se laissent la possibilité quand même de mettre les opérateurs en quarantaine sur l'utilisation du guichet unique. Puni. Oui, mais alors je pense que quand même, c'est en cas de gros manquements et grosses sanctions. Ils vont pas les enlever comme ça directement. Mais sachez-le que si ça peut arriver à un opérateur, ça l'obligerait à s'immatriculer dans les États membres en fait, pour continuer à vendre. Voilà. Okay, donc voilà. Donc par rapport à votre question, pas de souci. Il y a la possibilité d'anticiper, donc il n'y aura pas de souci avec l'État français. Sinon, on rappellera la règle. Donc voilà. Alors, on va passer à la dernière tranche qui va être quand même une révolution pour pour les opérateurs aussi. Dernière tranche au 1er juillet 2022.
Donc, mise en place de la réforme TVA pour les opérations B2B en Union européenne. Donc, si on se remet dans le contexte aujourd'hui, je suis vendeur, je vends une machine en Belgique, on est bien d'accord que je vends ma machine. Mon client, il m'a donné son numéro de TVA intracommunautaire, donc je fais ma petite facture hors taxe avec les mentions qui vont bien. Et mon client belge auto-liquide la TVA sur sa déclaration de TVA. Et puis voilà. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, la livraison, elle est exonérée et c'est l'acheteur qui auto-liquide la TVA. Donc, on parle de livraison intracommunautaire acquisition. Demain, à partir du 1er juillet, on ne parlera plus que de livraison intra-union. Et cette vente sera soumise à la TVA toujours du pays de destination. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est qu'on renverse la responsabilité de la collecte de la TVA. Et donc, c'est le vendeur qui devient responsable de l'imposition et de la perception de la TVA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, là où je fais mes factures hors taxe et c'est mon client qui auto-liquide, demain, à partir du 1er juillet 2022, le vendeur devra émettre une facture toute taxe comprise en tenant compte du taux de TVA en vigueur dans le pays de destination. Donc, on renverse complètement la charge de la collecte de la TVA. Aujourd'hui, c'est l'acheteur qui récolte et qui auto-liquide chez lui. Demain, c'est toujours la TVA dans le pays de destination, sauf qu'on inverse la responsabilité. C'est au vendeur de collecter et de reverser au pays de destination. Une exception. La législation européenne est venue introduire un nouveau statut qu'on appelle assujetti certifié. En gros, c'est un contribuable fiable qui n'a pas de souci avec son administration fiscale. Et donc, il aura un statut particulier qu'on appelle assujetti certifié. Si vos clients sont assujettis certifiés, vous pourrez continuer à faire des factures hors taxe et c'est l'assujetti certifié qui auto-liquidera la TVA. Comment on obtient ce statut d'assujetti certifié? On le demande auprès de son administration fiscale. Il faut prouver qu'on paye régulièrement ses droits et taxes, qu'il n'y a pas eu d'infraction, qu'on a mis en place des procédures de contrôle interne du paiement de la TVA, etc. et qu'on est solvable pour toutes ces opérations. Concrètement, pour les gens qui connaissent un peu le statut d'opérateur économique agréé, OEA, c'est un peu les mêmes critères en fait. C'est-à-dire qu'on estime que l'opérateur est fiable, il est solvable, il n'a pas d'infraction dans le paiement de ses droits et taxes et du coup, on l'autorise à auto-liquider la TVA sur sa déclaration de TVA. Sinon, c'est à la charge du vendeur. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas encore beaucoup de littérature sur l'assujetti certifié. Avec mon collègue Grégory, on a essayé de… Ce que je me suis dit, je suis passée à côté. Bon, non. On n'a pas encore beaucoup de littérature là-dessus, mais c'est un statut qui a été posé par la réglementation européenne, donc qui va se développer d'ici une année. Donc, je répète, demain, vos opérations intracommunautaires, vous êtes vendeur, vous serez dans l'obligation de facturer toute taxe comprise et reverser la TVA dans le pays de destination. Donc, il y aura une extension du guichet unique. Ce qui se passe aujourd'hui sur la vente à distance va être étendu aux opérations de livraison intra-union. Ça veut dire que, en tant qu'opérateur, en tant que vendeur, vous ne serez pas obligé de vous immatriculer dans tous les États membres. Vous pourrez utiliser le guichet unique pour reverser la TVA que vous aurez collectée pour les États membres. On est exactement dans la même philosophie quand même
que la vente à distance, c'est-à-dire que si vous êtes déjà immatriculé dans certains États membres, bah, vous pouvez y rester. Si vous voulez utiliser le guichet unique, vous pourrez le faire ou vous pourrez vous désimmatriculer. On est dans la même philosophie. Soit vous restez immatriculé et vous gérez votre TVA avec les États membres directement, soit vous passez par le guichet unique et c'est l'État français qui redispatche. Tu as plusieurs questions dans le chat, Géraldine. Ouais. Est-ce que les preuves de sortie… Alors, moi, je dirais oui et non. Je pense que sur toutes les opérations où un assujetti certifié n'interviendra pas, je pense qu'il n'y aura pas forcément de preuves puisque la TVA elle sera collectée et reversée. Par contre, alors on a du mal encore à lire tout, enfin, ils n'ont pas encore tout interprété, hein, donc, mais je pense que sur des opérations où l'autoliquidation interviendra, à mon sens, il faudra maintenir la preuve que la marchandise est bien sortie du territoire français. Plein de questions, Géraldine. On va remonter à la toute première de Madame Garrigue. Quel est le délai pour obtenir cette certification d'assujetti certifié? Aucune idée. Franchement, aucune idée. C'est à demander auprès de l'administration fiscale. Je ne suis pas sûre qu'ils soient encore hyper prêts. Donc, mais théoriquement, ça devrait être assez rapide, hein. C'est comme quand on demande un numéro de TVA intracommunautaire. En général, on l'a assez rapidement. Mais, je vous le répète, hein, il y a très, très, très peu de littérature sur le statut d'assujetti certifié à 12 mois de la mise, enfin un peu moins de 12 mois maintenant de la mise en place. J'ai aucune idée des délais qui seront donnés. Je pense qu'ils vont se servir des numéros sirènes qu'on a pour faciliter les choses. Mais là, pour l'instant, j'en sais rien. Madame Nézé demande la durée de validité, mais tu n'as peut-être pas d'infos non plus. Non, parce qu'il y a un flou qui reste. Non, j'ai pas. Je pense qu'une fois qu'on l'aura donné, je pense que si on a des problèmes de solvabilité, de choses comme ça, peut-être qu'à un moment donné, ils vont pouvoir l'enlever. Sincèrement, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas encore lu grand-chose dessus. Il y a des questions quand même qui restent en suspens. Est-ce qu'on peut y renoncer, par exemple? Ça, c'est des choses, une fois qu'on l'a, est-ce qu'on peut y renoncer? C'est des choses qu'on ne sait pas encore vraiment. Il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. C'est est-ce que ce sera, par exemple, un certificat pour tout un groupe d'entreprises ou est-ce qu'il faudra demander des certificats par filiale, des choses comme ça? On n'a pas encore d'infos. Il n'y a pas encore beaucoup de littérature là-dessus. C'est ce que dit Madame Kérus, mais il n'y a rien dans la PLF 2022. Eh non, je l'ai épluché, je n'ai rien vu. Alors, Madame Garrigue ajoute, si client non assujetti certifié, quelles seront les mentions obligatoires sur facture? Alors, si client, tu me dis? Non assujetti certifié? S'il n'est pas assujetti, il ne pourra pas être certifié. S'il ne gère pas de TVA, vous facturez de la TVA, point barre, c'est fini. J'espère que nous avons répondu à votre question, Madame Garrigue. Manifestez-vous si ce n'est pas le cas. Madame Pastel, les critères pour obtenir le statut seront-ils les mêmes pour chacun des pays? Oui, oui. Oui, pour moi, oui, on est sur un statut qui vient de l'Union européenne, donc sur des choses qui sont équivalents à l'OEA, par exemple. Donc, les critères d'attribution sont les mêmes, hein, solvabilité, pas d'infraction au paiement des droits et taxes, etc., etc. Donc oui, les critères, par contre, sont définis déjà. Madame Mad, comment s'assure-t-on que l'acheteur est assujetti certifié? Je pense que ça va fonctionner comme les numéros de TVA. Je pense que soit il a un numéro, soit il vous envoie sa preuve de statut, qu'il a obtenu le statut auprès de son administration fiscale. De toute façon, ils auront un document hein,
ils auront un document qui certifie qu'ils ont obtenu le statut auprès de leur administration fiscale. C'est l'administration fiscale qui va le délivrer, hein. Mais je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas vu comment on pouvait le demander vraiment. J'ai pas vu de formulaire en ligne. Je pensais que dans le projet de loi de finances 2022, on aurait des informations. Et il n'y en a aucune, mis à part effectivement les opérations B2B avec les livraisons, toutes taxes comprises. Mais le reste, j'ai rien vu là-dessus encore. La société Artifette demande comment récupérer les taux de TVA en vigueur dans chaque pays destinataire. Oui, alors ça, j'allais en parler après. Alors, il y a des tableaux qui existent. Alors après, soit vous nous demandez, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a sous la main facilement. Il y a des tableaux, on va dire, synthétiques, qui reprennent pour chaque État membre le taux normal, le taux réduit, le taux super réduit, enfin voilà, etc. Et la Commission met en ligne sur son site Internet un document assez complet, produit par produit, pays par pays, ce qui est taxable à taux réduit, ce qui est taxable à taux normal, etc. Parce que d'un pays à l'autre, ça peut varier un petit peu. Moi, je pense au secteur des denrées alimentaires, par exemple. Il y a des choses qui ne sont pas taxées de la même manière d'un pays à l'autre. Et donc, il y a des tableaux récap sur le site de la Commission qui sont tenus à jour avec l'ensemble des taux de TVA. Sinon, si vous avez un doute, vous nous dites, on vérifiera. Société Filt demande si la DEB sera toujours d'actualité. Ah, on va y revenir après. Ouais, ça va être, c'est ma dernière thématique, la DEB. Madame Pastel, on pourra donc avoir deux systèmes de fonctionnement. On facturera hors taxe pour les clients qui auront le statut et TTC pour les autres. Yes. Bien résumé. On parle de simplification. Hier, on en parlait avec mon collègue et on s'est dit, faut pas qu'on dise trop que ça simplifie le système. Madame Le Guet demande, bonjour, est-ce que cela est valable pour les échanges de services également? Alors, j'allais le dire aussi en conclusion, tout ce que je viens de dire, ça concerne la marchandise. Pas de changement sur la prestation de service. Donc, je crois que ça rejoint la question de M. Meyer. Quid des ventes de services? Ce sera le même principe? Donc, tu viens de donner la réponse. On ne change pas les règles qui s'appliquent aujourd'hui. La réforme de 2022 ne concerne pas du tout la prestation de service, que les marchandises. Alors, encore quelques questions, Géraldine, courage. Madame Mad demande, comment procède-t-on dans le cas d'un contrat signé en 2020 avec paiement d'acompte à la commande et livraison en juillet 2022? Oula, attends. Alors, tu me dis paiement d'acompte? Alors, contrat signé en 2020 avec paiement d'acompte à la commande, donc, et livraison après juillet 2022. Mais après, le paiement total, il se fait à quel moment? Alors, on va laisser Madame Mad intervenir. Parce que pour moi, c'est au moment où on facture qu'on applique la réforme ou on ne l'applique pas, en fait. Après juillet 2022. La facturation? D'après ce que je lis dans le chat, oui. Donc, du coup, on appliquera la réforme, on appliquera les règles de la réforme, en fait. C'est au moment où on facture qu'on applique les règles de la réforme. D'accord. Madame Garrigue, dans ce cas, si facturation TTC du pays de destination, y aura-t-il des mentions sur facture particulière? Première question. Deuxième question, liées au pays de destination? Je ne pense pas. Une des seules mentions, alors on parle de l'Union européenne, hein, comme il y a une directive, on va dire que les mentions globales sont harmonisées et généralisées, on retrouve à peu près les mentions classiques. La seule mention qui était exigée, c'était la mention d'exonération. Celle-ci n'apparaîtra plus quand on fera du toute taxe comprise. Donc on restera sur des mentions classiques qui sont issus, alors c'est issu d'une directive, mais qui ont été transposées en droit français. Et donc, on applique les mentions qu'on nous impose en droit français pour établir une facture.
Il n'y aura pas, je pense pas, en Union européenne en tout cas, c'est pas toujours le cas en grand export. En grand export, on peut avoir des pays qui nous imposent des mentions spécifiques. Là, ce ne sera pas le cas. On restera sur des mentions classiques et on enlèvera la mention d'exonération. Eh bien, on a fait le tour. Madame Petit avait levé la main, mais elle l'a baissée, donc peut-être a-t-elle eu la réponse à sa question. Oui, non, je reprends, excusez-moi la parole, effectivement, parce que je vous demandais s'il fallait demander, enfin, mettre le statut d'assujetti certifié à chaque facture, mais je pense que c'est encore dans le flou, donc du coup, j'allais rebaisser la main. Ouais, je suis un peu… parce qu'en février, on était déjà dans le flou. Je me suis dit, bon, allez, on est en octobre, on devrait avoir plus d'infos. Et finalement, on n'a rien de plus. Il n'y a vraiment rien de plus. Donc, voilà. Du coup, juste pour conclure sur cette partie-là, avant de passer à la DEB, évidemment, ça va obliger les entreprises à s'adapter, à aménager les outils, parce qu'on l'a dit, hein, il y aura des factures avec de la TVA européenne, des factures sans TVA. Donc, voilà, à un moment donné, ça peut être compliqué à gérer. Pouvoir intégrer l'ensemble des taux de TVA dans vos outils de facturation, il y a ça aussi qui va être… aménager vos mentions sur facture, mais je pense que ça, c'est assez léger. Suivre le statut de vos clients, ça va être primordial aussi. Et puis, à vous de faire le choix. Est-ce que vous déclarez en guichet unique dans les États membres, en sachant que sur certaines opérations, vous serez peut-être toujours dans l'obligation de vous immatriculer dans les États membres. Donc, voilà, il va falloir faire un check quand même de vos opérations et ce qui pourrait passer en guichet unique, ce qui ne passe pas. Et puis, suivre le statut de vos clients, ça, ce sera hyper important. Du coup, avant de conclure sur les 2-3 dernières questions que je voulais faire comme ça vite fait, juste oui. Enfin, ou son équipe, parce que je crois que c'est une dame qui intervient. Y a-t-il un projet de taux unique applicable à l'UE? Non. Non. Pas à ma connaissance. Oui, ou c'était une peut-être dans blague. les tuyaux, mais avant que ça aboutisse. Voilà, c'était une blague ou un espoir en tout cas. Ah, peut-être un espoir, ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a encore trop de, trop d'enjeux pour les États. Non, taux unique, c'est pas à l'ordre du jour. J'espère Malheureusement. qu'ils y réfléchissent quand même. Oui, non, mais En malheureusement matière pour de les opérateurs, c'est simplification. pas, c'est compliqué. Merci. Madame Petit lève la main à nouveau. Oui, en fin de compte, vous nous conseillez malgré tout dès aujourd'hui de demander les statuts d'assujettis certifiés et de créer le nôtre? Bah, si vous pouvez, oui. Théoriquement, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis déjà quelques temps. Moi, je serais quand même curieuse de savoir auprès de ne serait-ce juste l'administration française s'il l'octroie aujourd'hui. Ok. Ça pourrait être intéressant de savoir. On va tester. Voilà. Madame Garrigue pose la question suivante. Peut-on espérer un report de quelques mois car l'administration ne semble pas tout à fait prête? Aucune idée. Pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. J'ai pas lu quoi que ce soit sur un report. Possible, hein, peut-être qu'au dernier moment, hein, mais pour l'instant, j'ai rien lu. Alors, juste pour finir sur la DEB, quelques modifications de la DEB à partir de janvier 2022. En fait, quelques informations vont devenir obligatoires. Enfin, il y a quelques infos qui vont être réintégrées dans la DEB, notamment le pays d'origine. À l'expédition, le pays d'origine sera demandé dans la DEB à partir du 1er janvier 2022. Donc, vraiment, pays d'origine de la marchandise au sens douanier du terme. Hein. Ce n'est pas le pays de provenance, c'est vraiment l'origine du produit. Je sens qu'il y a des gens qui sont effrayés. Donc ça, alors, mais je vais vous expliquer pourquoi après.
Je reviendrai sur la question, est-ce qu'on fera encore de la DEB, est-ce qu'on n'en fera pas? Je pense que c'est lié à tout ça. Donc, pays d'origine sur la DEB à l'EXP. Les numéros de TVA intracommunautaire de l'acquéreur, donc ça, sur tous les régimes, même le régime 29, il sera demandé. Ouais, régime 29 aussi. Alors, oui, sur certains, ouais, ça peut être compliqué sur certaines opérations, mais voilà, sur tous les régimes. Et il va y avoir 2 nouveaux codes, le code 71 et le code 72, pour traiter ce qu'on appelle le quasi-import et le quasi-export. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on met en libre pratique dans un État membre, mais en fait, c'est tout de suite livré dans un autre État membre ou inversement, le bien est transporté pour être exporté. C'est les cas de figure, si on importe de Chine, que c'est dédouané à Anvers, mais que ça va arriver en France. Ils ont créé 2 codes, le code 71 et 72, sur ce qu'on appelle les quasi-imports et les quasi-exports. Les quasi-exports, c'est j'envoie ma marchandise, je vais envoyer ma marchandise en Russie, mais elle va partir de Finlande, par exemple. Donc, il y a un passage de frontière. Donc ça, c'est des données qui vont être demandées en plus à partir du 1er janvier 2022. Donc, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est qu'actuellement, la DEB, elle a 2 volets. Elle a le volet statistique qui vient remplir les chiffres du commerce extérieur de la France et elle a un volet fiscal. C'est le récapitulatif des mouvements pour le contrôle de la TVA. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, la DEB, elle va être scindée en 2. Donc, quand on me dit, est-ce qu'il faudra toujours faire la DEB? C'est là où je vous dis, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, parce que ça va être scindé en 2. Pour moi, toutes les opérations qui vont passer par un guichet unique et qui aura des toutes taxes comprises, on ne vous obligera pas à faire de la DEB, puisque le contrôle de TVA, il est fait immédiatement. Par contre, il y a toujours le volet, ce qu'on appelle intrasat, statistique du commerce extérieur. Donc, à un moment donné, on va de toute façon toujours vous demander vos flux de marchandises. Et je pense que c'est pour ça qu'ils réintègrent les quasi-imports, quasi-exports et les pays d'origine, parce que ça permet d'établir les chiffres du commerce extérieur. Donc, quand on me pose la question un peu de but en blanc, est-ce qu'on aura toujours à faire de la DEB? Sincèrement, ça va dépendre de l'opération, parce que on va scinder les deux, les statistiques du commerce extérieur et le contrôle de TVA. Et le contrôle de TVA va disparaître pour un certain nombre d'opérations. Donc, vous ne serez plus dans l'obligation de la faire sur un certain nombre d'opérations, mais il restera de toute façon un volant où il faudra renseigner vos flux. Alors, j'ai lu, je ne sais pas comment ça va se mettre en place, hein, je ne suis pas technicienne et informaticienne. J'ai lu que ils appellent ça le portail DEB Web. Là. Alors, est-ce que ça va partir de là? Est-ce que ça va partir du guichet unique? C'est encore un peu flou, mais j'ai lu qu'ils vont essayer de faire en sorte que ça vienne alimenter de manière un peu automatique l'intrasat sur vos flux déclarés, en fait. Ouais, après, sincèrement, je ne suis pas rentrée. J'ai lu ça dans les mesures interprétatives, je vais dire. Mais après, je ne suis pas technicienne, mais ils vont essayer de mettre en place quand même des outils qui viennent de manière automatique chercher vos flux pour alimenter l'intrasat. 2 petites questions, Géraldine, ouais. À moins que tu veuilles terminer. Non, bah, j'allais juste terminer toujours sur cette réforme de la DEB. Il y a un webinaire qui a eu lieu le 30 septembre, donc assez récemment. Et la douane a déjà annoncé qu'il y allait avoir pas mal de flexibilité à partir du 1er janvier 2022 pour la mise en place de cette réforme, notamment des nouvelles informations à mettre sur la DEB, qu'ils allaient quand même laisser voilà, un peu de temps aux opérateurs
pour appréhender cette nouvelle réforme, les nouvelles données à mettre dans l'ADEB, qui aurait de toute façon de la flexibilité. Donc, je voulais quand même vous le dire, parce que ça a été dit lors d'un webinaire le 30 septembre par le service des douanes, en fait. Donc, voilà. Vous rassurez quand même un petit peu. Venir sur une note positive. Oui. Alors, Madame Louis-Mad a une question. Quasi-export s'applique dans le cas des triangulaires? Il faudra que je vérifie. Enfin, faudra vérifier au moment de l'opération. Je peux pas vous répondre de manière générale parce que tout va dépendre en fait des États qui sont concernés. Quand on parle de quasi-export, c'est le cas. Par exemple, d'une opération d'un vendeur français qui vend en Russie, mais qui va d'abord envoyer sa marchandise en Finlande, par exemple. Et puis, le dédouanement, il va se faire de Finlande et ça va partir en Russie. C'est ça qu'ils appellent quasi-export. C'est ce type d'opération. Comment est déclaré le flux? Donc, voilà, on déclare le flux de transit, en fait, le transit entre la France et la Finlande. C'est ça, en fait. Donc, c'est le transit, en fait. Donc, Madame Mad, je voudrais pas vous dire oui, on est dans de l'opération triangulaire, parce que ce qu'on voit, c'est vraiment ce flux de transit qui est déclaré. C'est ouvert. Oui. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ce flux de transit? Ça veut dire que, par exemple, j'ai de la marchandise que j'envoie aux Pays-Bas et puis après qui va partir pour le Canada. Est-ce que la TVA, dans la mesure où on facture le Canadien, on facture le Canadien, comment on fait la facture? Parce que nous, on va facturer le client, le Canadien, il faut scinder. Il faut scinder le flux comptable du flux physique de la marchandise. Là, quand on parle de l'ADEB, on parle des flux physiques de marchandises. Et ils ont juste réintroduit cette donnée-là pour prendre en compte le flux physique de la marchandise. Par contre, votre facture au Canadien, elle restera hors taxe. D'accord. D'accord. Parce que c'est vraiment un code spécifique. Ils ont créé 2 nouveaux codes, 71 et 72. Et là, on sent que ça vient en fait alimenter l'intrasat, vraiment les flux de marchandises. On sent que cette ligne-là, elle n'a pas du tout vocation à faire du contrôle de TVA en fait. C'est vraiment le flux qui contrôle, enfin le flux qu'ils identifient. Je ne dis même pas contrôler, c'est vraiment le flux qui est identifié. D'accord, ok. Ok, c'est clair comme ça. Je peux garder la main pour une autre question, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Oui. Dans les évolutions à venir, horizon 2023, il me semble, nous allons devoir dématérialiser l'ensemble de nos facturations. Et donc, une partie, il y aura un canal qui enverra vers le client, puis un autre canal qui enverra, si j'ai bien compris, vers le fisc français. Alors, est-ce que là, on parle, j'avais l'impression, moi, au départ, qu'on parlait que des flux au sein français. Est-ce que finalement, les flux qui sont dans l'UE feront l'objet d'une même transmission qui ensuite pourrait venir alimenter cette base de DEB? Est-ce qu'il y a des choses qui sont discutées là-dessus? Alors, à mon sens, ce qui est vraiment… pourquoi ils vont scinder l'ADEB? Parce qu'avec la réforme de TVA, théoriquement, ils sont censés faire moins de contrôle de cohérence de TVA. Par contre, les statistiques du commerce extérieur, ils restent en fait. C'est une obligation qui reste. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il faudra identifier les flux de marchandises entre les États membres, et les pays tiers et États membres. Je veux dire, ça va rester. À mon sens, ça va rester. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y aura soit c'est un système qui viendra piocher quelque part l'information dans les déclarations de douane ou je ne sais quoi, mais au sein de l'Union européenne, il y aura de toute façon un maintien des flux. Moi, à mon sens, ça me paraît évident. Ils vont maintenir cette donnée statistique. Oui.
Je reformule un petit peu ma question. Est-ce que la dématérialisation finalement de la facturation concerne aussi les membres de l'UE, et enfin tous nos clients, quoi? Ah, Est-ce que, alors, je m'écarte peut-être du sujet, je sais pas. alors là, je sais pas. Sincèrement, il faudrait que je vérifie si ça vient, d'une réglementation européenne ou pas, ou si c'est que en France. Donc vous me dites dématérialisation, en fait, de la facturation, c'est ça? Oui, avec, un canal qui va donc ça Ouais, part chez le ouais. client et puis l'autre canal qui va vers, le fisc, en fait. Là, j'avoue que je peux pas vous répondre comme ça sur le champ. Faut que je OK. creuse. Je me suis écarté, mais j'ai du sujet, mais, c'était par rapport à OK. à Oui, je cette comprends, remarque, je comprends. Oui, heu, vous voyez des liens que moi j'ai peut-être pas oui, vus à ouais, OK. je Mmh. voilà, je me disais ça. OK. Merci. A priori, c'est décalé en 2024, il dit. Ah bah Ah, voilà, Mmh. on a une info. Ouais, Madame décalé. Margé qui nous Ouais, dit, c'est voilà. décalé en pour la 2024, dématérialisation? Ouais. D'accord, OK. apparemment. Voilà. Il reste une question en suspens, Géraldine, de Maxime de la société Boin. Si on a des composants en provenance de plusieurs pays différents, quel est le pays d'origine du bien assemblé en France? Ah, alors ça, on pourra, en rediscuter, ensemble. C'est l'application, des règles d'origine, aujourd'hui, enfin voilà, que les douanes appliquent en fait. Il faut donc regarder, produit enfin, composant par composant, ce qui représente, en termes de coût dans le produit final, le taux de transformation sur le territoire communautaire, pour voir si le taux de transformation est suffisant pour acquérir l'origine communautaire. Et ça, c'est un autre sujet, mais on peut en rediscuter, ça peut être un casse-tête. C'est vraiment l'application des règles d'origine, préférentielles et non préférentielles qui s'appliquent aujourd'hui, avec les douanes. Donc ça, on peut en rediscuter, en fonction de l'origine des produits et de ce que vous en faites sur le territoire communautaire et identifier le pourcentage de transformation, s'il est suffisant ou pas. Voilà. Merci Géraldine. Du coup, Madame Petit relève la main. Enfin, lève la main de nouveau. Oui, 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 excusez-moi. Et du coup, c'est combien le pourcentage de transformation suffisant? ça dépend. Ah d'accord. Ça dépend des pays d'origine, ça dépend, Mais des règles applicables et donc, en fait, il y a des tableaux un peu il y a des tableaux à tiroirs et en fait, je peux pas vous répondre de manière générale. Il faut regarder avec l'origine, des pays tiers. Quels sont les pays tiers? Quelles sont les règles d'origine qui vont s'appliquer à ces pays-là? Quelles sont les conventions qu'on a avec eux? Et d'un pays à l'autre, ça peut changer. Donc c'est à tiroir en fait et il faut vraiment se poser, regarder et faire les calculs. d'accord. Voilà. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, donc juste pour finir, j'avais juste 2-3 questions alors il y en a une que, du coup, j'y ai répondu tout à l'heure, qu'on avait mis un peu à part qui concernait un peu les prestations de services. On avait, une question qui s'est intercalée aux inscriptions. Donc je répète, cette réforme ne concerne que les marchandises. Donc, tout ce qui est, réglementation, TVA des prestations de services, ça change pas et donc la DES ne change pas et cetera et cetera. J'avais une question aussi. Y a-t-il une remise en cause des régimes d'exonération de TVA existants en France? Alors, non, mis à part, la livraison, intracommunautaire qui est exonérée aujourd'hui et qui va devenir, taxable demain. Mais tout le reste, quand on me parle des régimes d'exonération, il y en a plein dans le code. Moi, j'ai parlé que d'un en particulier, celui qui concerne les livraisons intracommunautaires. Voilà.
Je crois que je pense avoir traité toutes les questions qui ont été posées. Si ce n'est pas le cas, surtout, dites-le moi. Ah oui, une dernière question sur quels sont les processus pour déclarer les CA3 en adéquation de la DEB. Gardez en tête qu'il faut que toutes les opérations que vous déclarez en TVA, elles doivent se retrouver dans la DEB et qu'il n'y ait pas du tout de différence, quoi. Voilà, une dernière question sur l'e-commerce. E-commerce, grand export, ça ne change pas, hein, on reste sur du hors taxe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois, de l'ensemble des questions en essayant de généraliser par grande thématique. Je vais essayer de faire un document qui résume tout ça. Et puis, on vous l'enverra d'ici quelques jours. Comme ça, je remettrai bien noir sur blanc l'ensemble des échanges qu'on a eus. J'ai noté quelques petites précisions à vérifier, hein, les stocks 12 mois, est-ce qu'il y a une possibilité d'extension du régime? Voilà, je vous remettrai ça dans un document synthétique pour que ce soit plus clair pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations. Et puis, de toute façon, on remettra nos coordonnées. Je remercie Grégory aussi qui m'a aidé hier après-midi à préparer ça. On remettra nos coordonnées. Comme ça, si vous avez des questions dans la foulée, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. On n'a plus de questions, je pense.